Donc, alors, tu nous dis que tu as connu ma mère en 76, vas-y, raconte. Comment t'es arrivé aux Zézi finalement? Je suis arrivé aux ESI parce que j'avais organisé un voyage de préhistoire pour mes élèves de terminale. Mais comme ça, je connaissais rien du tout à ce moment-là, donc j'avais organisé un voyage qui était une visite des grottes, ces fonds de Gaume, tout ça. Et puis j'avais dû écrire au musée, et puis j'étais tombé sur une madame Guichard qui m'avait répondu, qui m'avait expliqué qu'elle faisait des conférences d'initiation pour les groupes scolaires. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Laugerie. Et puis après, elle faisait donc sa conférence où elle expliquait les différentes strates, l'évolution de la préhistoire, les méthodes de fouille. Et puis après, on montait au musée. On montait au musée où là, il y avait l'explication dans les salles. C'était le moment où les premières salles avaient été refaites en haut. Il y avait l'explication dans les salles des différentes époques d'évolution de l'homme et d'évolution des outils. Parce que surtout, ce sur quoi elle s'attardait surtout, c'était l'évolution de la forme des outils. La salle de typologie tout en haut. La grande salle de typologie, oui, tout en haut, avant que le musée soit refait. Et donc, j'ai dû renouveler ça plusieurs années de suite, en fait, ce voyage. J'ai renouvelé ça plusieurs années de suite, et puis, à un moment donné, on a dû parler comme ça du chantier de fouille, et puis, donc, l'envie m'est venue de venir fouiller, et je suis arrivé comme ça, un mois de juillet, dans les années 80, pour occuper ma place dans le trou, dans mon carré. Hein, à Laugerie. Comme on disait, à Laugerie, dans le carré. Et j'y suis resté jusqu'à la fin, à la fin des campagnes, c'est-à-dire je pense un an ou deux avant que ton père prenne sa retraite et quitte le musée. Et à la fin d'ailleurs, les dernières années, j'avais pris l'habitude je venais pas que l'été, je venais aussi à toutes les vacances. Je venais à toutes les vacances et souvent d'ailleurs j'occupais ta chambre parce que tu n'y étais pas. Et ce qui fait que c'est tes parents qui m'ont préparé à ma licence, à ma maîtrise et à mon DEA de préhistoire. Que je m'étais dit je vais faire ça pour m'occuper. Parce que ton père m'avait tellement branché que je voulais passer le concours de conservateur de musée. Concours que j'ai passé, auquel j'ai échoué merveilleusement. Donc je me suis dit je vais rester en philo. C'était quoi la spécialité de ton DEA, sur la typologie? C'était sur la typologie, c'est ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus parce que dans chaque unité de valeur que tu passais en licence, à chaque fois, tu avais une étude de typologie. Donc on te filait des cailloux et il fallait identifier tous les cailloux, que c'était un grattoir de tel type, un racloir de tel type, un burin de Noailles, ainsi de suite. Et alors comme c'était quand même le grand truc de ta mère à la typologie, je crois qu'elle adorait ça. Donc à chaque fois, ton père me rapportait des caisses du musée, prises dans les réserves, et il fallait que je fasse ça, que je fasse le tri des cailloux. Et c'est vrai que j'adorais ça parce que j'ai toujours aimé classer les choses, donc ça correspondait bien à mon esprit. Et donc j'ai jamais suivi les cours en fait, parce que c'était tes parents qui me préparaient à tout. Puis il y avait la bibliothèque, il y avait tout ce que je voulais au musée. Voilà. Et mais t'étais inscrit à la fac de Bordeaux? Non, j'étais inscrit à Paris, parce que j'étais à Paris moi. J'étais à Paris, j'étais inscrit à Paris 1. Donc t'allais pas au cours à Paris? Ah jamais, je suis jamais allé au cours. Non, je suis jamais allé au cours, ce qui fait que j'ai découvert en fait ce qu'on demandait le jour des examens. Bon, et c'est là que j'avais vu à ce moment-là que j'en savais 10 fois trop par rapport à ce qu'on demandait, parce que. Ah ouais, c'est spécial comme. Voilà. Comme Mais ce qui était bien avec ta mère, c'était que c'était une vision, je trouve, qui n'existe plus tellement aujourd'hui, c'était une vision humaniste de la préhistoire. Donc il y avait. Le défaut, c'est qu'il pouvait y avoir toujours un côté un peu. Essayer de romancer les choses, c'est-à-dire essayer d'imaginer le contexte humain dans lequel l'époque se trouvait, alors qu'aujourd'hui, la préhistoire, c'est devenu quelque chose souvent d'extrêmement technique. Et tellement technique que c'est difficile à expliquer au commun des mortels.
Tandis que avec ta mère et ton père, il y avait une vision précise des choses, parce qu'à la fois tu pouvais toucher, et ta mère était extrêmement tactile. Hein. Tu le vois dans des films hein, qu'elle avait tournés, tu sais, sur les couleurs, où tu la vois même manipuler. Donc c'était un aspect extrêmement vivant hein, de la préhistoire qui te prenait. Moi, ce que je dirais, c'est que ton père, c'était d'abord François Borde. Donc c'était l'école de Bordeaux juste à l'après-guerre. Et donc c'était une vision, oui, assez généraliste de la préhistoire, parce que c'est pas que la science commençait, mais on n'était pas arrivé encore à un degré technique comme on l'est aujourd'hui. D'abord parce que les techniques n'existaient pas. Parce que les techniques scientifiques n'existaient pas, donc on avait une vision qui était plus près du terrain, qui était beaucoup plus près de la fouille que du tout le travail aujourd'hui qui est fait en laboratoire. Donc je crois que c'est d'abord ça. Et ça forcément ça plaisait aux étudiants, ça plaisait aux jeunes qu'on était, plus qu'une vision très scientifique et parcellaire des choses comme on les a aujourd'hui. Tu vas avoir, je sais pas, un spécialiste des pollens et de tel type de pollen ou des charbons, ainsi de suite. Là, on avait une vision plus généraliste, oui. Je pense, je sais pas comment dire ça. Elle aimait bien avoir des disciples, enfin je sais pas comment, je ne saurais pas bien l'exprimer. Mais je crois qu'elle avait besoin de faire passer tout le trop-plein qu'elle avait. Et en même temps, elle était jalouse hein, des gens qu'elle aimait bien. Je sais pas, tu l'as pas senti comme ça, toi? Ça s'est mal passé, ça s'est pas bien passé, par exemple, entre ma femme, quand je lui ai présenté, et ta mère. Ouais, parce qu'elle avait, elle avait son monde, ta mère. Elle avait les gens qui étaient... Et c'était pas facile de rentrer dans le cercle. Quand il y avait un lien qui s'était lié avec ta mère, c'était pas facile de venir dedans. Éric Guéda me disait que, en même temps, à Barbas, à Canol, à Rabier, dans ces gisements de Bergeracois, mon père fouillait en décapage. École Leroy-Gourhan. Et que il paraît, si j'ai bien compris, que deux écoles s'affrontaient à l'époque. L'époque stratigraphique des gens qui fouillaient en grotte, et l'école du décapage qui est plus anthropologique, où on dit voilà le mec était assis là, etc. Il n'y a que en fouillant le paléosol et en descendant qu'on peut avoir une vision humaniste pour le coup. Oui, mais moi je crois que c'est parce que le roi Gourhan il a fouillé à Pincevent, qui était près de chez moi d'ailleurs où je suis né, hein, près de Fontainebleau à Montreux. Et que Pincevent, comme c'était une zone alluvionne en bordure de fleuve, ça permettait, et puis c'est des sablières, donc ça permettait d'avoir de grandes surfaces planes qu'on pouvait effectivement dégager doucement, tranquillement, il n'y avait rien qui gênait, comme d'ailleurs dans des gisements du Bergeracois. Tandis que quand tu es en grotte, quand tu penses à Laugerie, Laugerie, t'as pas de recul, enfin tu étais dans un trou, hein, dans un trou qui avait déjà été complètement aussi fouillé, donc en fait à Laugerie on fouillait des restes. Si on avait fouillé, je dirais à plat Laugerie, il aurait fallu démolir la maison, en fait, c'est la seule zone qui restait, où là effectivement on aurait pu descendre, hein. Le reste on fouillait ce qui restait de fond de cavité. On n'a jamais parlé avec ton père, on n'a jamais tellement parlé de Leroy-Gourhan en tant que fouille de Pincevent, mais c'était le Leroy-Gourhan, la préhistoire de l'art occidental, c'était les questions artistiques, hein, qui étaient surtout évoquées, les différentes thèses sur l'art, parce que ton père était très imprégné de philosophes comme Pradine, hein, donc l'aspect psychologique ou oui, des choses, ça a toujours intéressé ton père. Je dirais que ce qui m'a frappé d'abord, c'était d'abord la rencontre de ta mère en tant que Geneviève Guichard, en tant que conférencière, voulant expliquer la préhistoire à des lycéens. Hein, c'était ça, moi. Ça a été ça l'approche de départ, et un choc. Hein, vraiment un choc. Choc de sa personnalité, de sa méthode pédagogique. Hein. Et quand elle était face à une vingtaine de zozos qui considéraient que la semaine était plutôt une semaine d'amusement, elle savait te les prendre aux tripes, elle savait te les tenir, et
effectivement, je crois que pour beaucoup, tu sortais du truc passionné. Et c'est comme ça que des gens comme Benoît, enfin d'autres fouilleurs après, hein, c'était des gens qu'il avait rencontrés hein, lors de journées de conférences comme ça. Donc elle te prenait et tu avais envie d'en savoir plus, et puis après elle te lâchait pas quoi. Hein. Le contact avec ton père, lui, c'était un contact après qui était pour moi, c'était plus intellectuel, et puis lui, il était pris dans toutes ces problématiques hein, de communes, de musées, de chantiers, d'administratifs, bon, il savait te raconter ça avec une faconde, c'était assez étonnant. Bah, si tu veux, si on se souvient de ce qu'était Logerie, hein, quand tu rentrais dans Logerie, tu avais Ouest et Est, quand tu rentrais dedans, pour un jeune qui arrive, et puis moi, c'était ma première vision d'une fouille, la première fois que je suis rentré là-dedans, ça te disait rien, enfin t'avais un trou, t'avais des cailloux, bon, tu serais rentré là dans une décharge, dans un champ. Je parlais pas, hein, bon. Elle savait te mettre en situation et se mettre en situation pour te prendre pas à pas et te mener, te faire lire d'abord ce qui en fait était un livre. Tu viens de découvrir que la stratigraphie c'est un livre et tu peux lire dedans un livre ouvert, parce que justement il est ouvert, en voyant les niveaux. Bon. Elle savait te mimer la situation, te mettre dedans à partir de la vie de ces bons hommes qui étaient là il y a 20 000 ans. Donc à la fois te recréer le climat, la faune, la flore. Tu finissais par te penser réellement dans cet environnement-là. Elle faisait plonger dans. Elle te faisait plonger dedans, et ce qui fait, c'est pour ça qu'elle disait moi je trouve qu'elle avait une vision humaniste, et après ça tu avais ça dans la fouille, oui tu avais une vision humaniste des choses, que c'est pas uniquement des outils ou des zones qu'il fallait cartographier, prélever, identifier, pour reconstituer et travailler dessus ensuite en laboratoire, hein, parce qu'on disait qu'un mois de fouille c'était un an de travail derrière, mais que à chaque fois tu devais bien t'imprégner que c'était des bons hommes comme toi hein, qui avaient vécu là, et tu trouvais là tous leurs artefacts, mais tu étais parfaitement en situation. Il faut se souvenir de comment c'était hein, Logerie. Donc je disais que Logerie ça avait été fouillé par tout le monde. Ça avait été fouillé par tout le monde, dans tous les bouts, ça avait été vidé, et il restait donc, il y avait une zone qui était grosso modo, qui allait sous la dalle, qui allait sous la maison, hein, où il y avait un foyer qui avait été, c'est la dernière chose d'ailleurs qu'on ait faite, la dernière campagne de fouille, ça a été de prélever le foyer, enfin d'en faire le moulage. Hein. C'est la dernière campagne qu'on ait faite, hein, c'est le moulage du foyer. Donc il y avait cette zone où il y avait un foyer, et puis il y avait la zone en bas, qui était tout le fond de l'abri, hein, où il y avait des carrés, et puis le reste c'était troué jusqu'à la roche. Donc effectivement, quand on fouillait sur des niveaux et des espaces différents, à partir de fouilles qui avaient été vidées depuis le début du siècle, enfin le début du XXe. Par Peyroney, et puis tous ceux qui étaient venus se balader entre-temps là-dedans. Hein. Y compris Borde. Tout le monde était passé en fait, tout le monde était passé à Logerie. Donc en fait c'était, je sais pas dire, ce serait péjoratif de dire c'est une fouille de vidange, ce serait cruel, mais quelque part c'était ça, il s'agissait de finir, de voir ce qu'on pouvait encore trouver d'intéressant, mais dans l'absolu, si on avait pu refaire le travail dès le départ, effectivement, là on serait descendu, comme elle disait tout à l'heure, on serait sûrement descendu à plat, parce que là au départ on avait l'espace de descendre à plat. Là il n'y avait plus l'espace. Donc j'ai l'impression, sur cette question-là, j'ai l'impression que c'est un peu toujours comme ça, quoi. Je crois qu'à rebours, toutes les fouilles qui ont été faites par les prédécesseurs, elles sont toujours nulles quelque part, parce qu'on n'avait pas les outils techniques et les instruments techniques qui auraient permis d'eux. Maintenant, il faut regarder les conditions matérielles aussi dans lesquelles fouillait Geneviève Guichard. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien comme matériel pour fouiller, parce qu'elle n'avait pas de subside, elle n'avait pas de financement, donc et puis il n'y avait aucun matériel technique. Hein. D'accord, on fouillait avec
nos doigts de vieux instruments de dentiste. D'accord, il n'y avait aucun des moyens techniques qu'on peut avoir aujourd'hui. Ne serait-ce qu'en matériel d'enregistrement, matériel de photographie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matériel. Donc je pense que ce qui pouvait se passer dans les années 80, même 70, c'est pas ce qui se passe en 2010. D'accord. Parce qu'au contraire, Eric Boéda me dit, à contrario de l'idée de fouille des poteaux, etc., il me dit c'est un des plus beaux gisements du monde, mais un des plus complexes aussi, en fonction de tout un tas de... Et parce qu'aussi, ils y sont tous passés, je veux dire, ça a toujours été occupé. Donc tout le monde est passé là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont été éponymes dans ce gisement-là, parce que ça a été des premières, comme le fameux Lauriniacea 5, le Périgordien 7. Donc c'est extrêmement important. On disait même que ce qu'on appelle excuse-moi de te dire ça d'ailleurs, parce que Claudine est du 71, mais que le solutréen est presque mieux représenté à Logerie qu'à Solutréen. Ah bah, au musée, il y a des éléments qui étaient remarquables du solutréen. D'accord. Donc effectivement, toutes les époques se sont baladées là-dedans, et comme il y avait de très belles pièces en tant que muséographie, effectivement, je pense qu'au début du siècle, les gens se sont précipités là-dedans parce qu'il y avait de la pêche, quoi. On pouvait trouver de très belles choses. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas les très belles choses qui nous intéressent. C'est en fait l'agencement des choses, c'est plus les débris pour voir comment on peut remonter les choses, comment ça a fonctionné. On n'est pas à la chasse aujourd'hui du bel objet qu'on met dans la vitrine de musée, on est à la chasse de tout le reste, au contraire. C'est tous les éventails. On peut dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. Ouais. Donc je trouve que c'est... alors déjà à l'époque, il y avait... C'est un peu off, hein, là. Qu'il y avait tu sais très bien qu'il y avait des querelles entre ta mère et puis Geneste, par exemple. Oui. D'accord. Bon. Et... Parce qu'il y avait aussi ceux qui avaient le pouvoir, et là ta mère elle avait pas le pouvoir, il y avait ceux qui avaient l'argent, ta mère elle l'avait pas. Enfin, c'était l'époque où Jeunesse fouillait le flageolet. Qu'il avait repris de Rigaud. Qu'il avait repris de Rigaud. Et alors, mais où est le pouvoir et l'argent là-dedans? Bon. Si, c'est Bordeaux. Ah bah oui, c'était Bordeaux en tout cas. C'était une école qui était l'école d'après-guerre, c'était l'école de François Borde. On démarrait. C'est après qu'il y a eu des chaires de préhistoire un petit peu partout, donc des gens qui ont pris le pouvoir, qui sont devenus des institutionnels, et voilà. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, j'étais naïf, et puis après, comme dans tout, effectivement, il y avait du pouvoir, des querelles, ainsi de suite. Bon. Si le musée actuel existe, c'est bien parce qu'il y a eu ton père. Sinon, il n'y aurait pas. Parce que c'est quand même lui qui s'est coltiné pendant 10 ans tout le sale boulot, de conception du nouveau musée, des travaux et tout ça. Même si après, effectivement, ça a eu lieu, il s'est quand même payé pendant 10 années. Enfin, je sais pas si tu as pu récupérer leurs archives, mais tu as bien trouvé des trucs là-dedans. Il s'est payé tout le sale boulot, il a pas eu la chance d'inaugurer, enfin, mais il s'est payé tout le boulot. Et donc les batailles politiques, il y a eu les changements de régime politique, ça a joué quand même aussi, les changements au ministère, les problèmes de crédit, et ainsi de suite. Il y en a quand même un qui sait bien tout ça, c'est Morala, il le sait très bien, parce que André a été très proche d'eux. Non, mais il en parle. D'accord, ça c'est une réalité, mais c'est bassement humain. Hein. Oui. Non, mais Alors peut-être aussi, c'est parce que, je sais pas... tes parents avaient pas... ils appelaient un chat, hein. Et s'ils n'aimaient pas le chat, ça veut dire qu'ils n'aimaient pas le chat. Hein. Geneviève, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle savait envoyer balader. À la fin, oui, ça m'est arrivé de me fâcher avec elle, et t'étais malheureux après, mais c'est vrai que parfois, elle était injuste parfois. Elle était dure, hein. Mais ça partait de ses tripes. Ça partait de ses tripes. Donc quand tu avais une querelle sur le terrain, je sais pas, ouais, elle avait de la personnalité, on va dire ça comme ça, ouais. C'était ses tripes, hein, la préhistoire. C'était un mot qu'elle employait d'ailleurs. C'était parfois plus tripal que rationnel. C'était leur vie, hein. Mais leur vie, ça, comment ils pouvaient être autrement, hein. Ils vivaient sur leur vivement. Ils vivaient que de ça. Et en même temps, c'est vrai, on avait ce sentiment-là sur la fouille, quand par exemple
le flageolet venait nous visiter, on avait souvent l'impression qu'on était rigolos pour eux. Ah oui. Mais ils avaient les moyens financiers. Enfin, je sais pas. T'avais jamais visité la fouille, toi, du flageolet? Non. Ils avaient les moyens financiers, on n'avait rien. Mais comment ça se fait, ça? Ah, ça, je peux pas tellement te l'expliquer. Je pense que d'abord, il y avait la reconnaissance. D'abord, effectivement, tu as dit, il y avait Bordeaux et les autres. Donc Bordeaux, ils avaient. Ta mère, je sais pas exactement de qui dépendait Laugerie. La chose, elle est peut-être un peu là à chercher. Je pense aussi qu'elle avait la fouille de Laugerie parce que naturellement, le conservateur habitait Laugerie. Tous les ans, tous les ans, se posait la question de savoir si elle avait le droit de continuer ou de pas continuer, de pas continuer les fouilles. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ton père, elle aurait perdu les fouilles. Sans doute aussi parce que c'était pas un chantier tel qu'il était, qui était remarquable. Tu mettais pas au jour des choses spectaculaires, comme là, je sais pas, Pincevent c'est spectaculaire, quand tu vois les grandes zones qui peuvent se dégager, les flageolets c'est spectaculaire, là c'était un travail humble. Comme une fouille de sauvetage, comme il peut y en avoir, comme il y en a eu avant la construction du musée, aux différents abris qu'occupe le musée actuel. C'est un des plus beaux sites au monde, c'est faux. Ah non, c'est vrai, par l'histoire de Laugerie, tout ce qui a été sorti de Laugerie et qui remplit le musée, non, c'est vrai. Mais c'est un site très difficile. Le côté continuité chronologique. Ah oui, il y avait tout à Laugerie. Il y avait tout à Laugerie. Je te dis, si on décidait de démolir la maison du conservateur, on retrouverait effectivement, parce qu'au fait, Laugerie, c'était 3 bouts, quoi. Il y avait l'Est, fouillé, il y avait l'Ouest, et puis il y avait le centre. Et le centre avait l'intégralité de ce qu'avait l'Est et l'Ouest, mais on ne pouvait pas y toucher puisque la maison était dessus. Donc on déciderait d'abattre la maison et de fouiller, on aurait un gisement complet, extraordinaire, parce qu'il n'a jamais été touché depuis l'origine jusqu'à la construction de la maison. Donc effectivement, c'est un superbe gisement. En fait, c'était immense. Quand tu regardes la continuité de l'Ouest à l'Est, c'était immense. C'est un superbe gisement. C'est un superbe gisement, parce qu'en plus, il y avait la route, donc c'est un gisement qui descendait jusqu'à la Vézère. Hein. C'était immense. Ah, parce que tu crois que de l'autre côté de la route, il y a... Ah bah ça a été fouillé aussi, puisque quand Pironi avait construit sa maison, il avait récupéré, puis il avait la maison du gardien là en face, je sais plus comment il s'appelait, la Borie, qui était aussi une mine. Laugerie, c'était une mine, mais au sens propre et au sens figuré. Si tu veux, je crois que c'est facile, encore une fois, je crois que pour moi c'est important, c'est facile de refaire l'histoire après. Tu peux refaire l'histoire de la ferrasserie, puis dire la ferrasserie, ça a été pillé, mal fait, tout ça. Et quand les gens ont fouillé avec les techniques qu'ils avaient à leur époque. Et pour leur époque, ils ont bien fait leur travail. Alors aujourd'hui, on fera autrement, oui. Mais dans 20 ans, on fera autrement. Chadel au début, et puis Chadel il est parti après chez Jeunesse et Rigaud. D'accord. Moi ça a été André du début à la fin, enfin du début, non, parce que j'arrivais après. Je pense qu'André aurait peut-être fait une meilleure carrière s'il n'avait pas suivi tes parents. À vérifier auprès de lui s'il veut en parler. Hein. Mais je crois avoir compris Je ça. pense que oui. Mais je pense qu'André était... Affectivement, il devait beaucoup à tes parents, et donc professionnellement aussi, et je pense qu'il a été fidèle. Puis tu avais des électrons libres, mais qui vivaient pour eux, qui étaient les deux Luc, qui faisaient leur carrière à eux, leur monde à eux. Ouais. Alors de toute façon, je pense que dans toutes les communautés scientifiques, Il y a comme ça des rivalités, mais je pense qu'en préhistoire, peut-être encore plus. Ça a toujours été, c'est extrêmement farouche, sans doute aussi parce que les gisements sont rares, ça doit jouer aussi. Et puis, il y a une cour, il y a des pouvoirs, si tu veux avoir les subventions, je pense que ça fonctionne aussi comme ça. On en est ou on n'en est pas. Et puis, il y a toujours, comme dans cette science-là, je crois que peut-être plus que dans d'autres, il y a la question de la vulgarisation. Et je crois que la volonté de ta mère, c'était de vulgariser, ce qui ne veut pas dire vulgaire. De vulgariser, de faire que
toute personne puisse tâcher de comprendre ce qui se passe là, sur un truc qui est très technique. Et aujourd'hui, tu ouvres un livre de préhistoire, tu comprends rien. Si t'es pas scientifique, tu comprends rien. Donc tu as ça, ou la vulgarisation. Enfin, je dirais que un des derniers pour moi qui essaye de bien jouer les deux, c'est Coppens. Qui lui, malgré toute la technicité qu'il peut avoir, il réussit à rendre. Je pense aussi que c'est pour ça que tes parents avaient un affectif fort pour Coppens. Du côté du caillou, c'est plus compliqué de rendre le caillou sympathique aux gens. Et pourtant, la préhistoire, c'était un point fort que ta mère rappelait toujours quand même, ça, que la préhistoire, avant d'être l'art, c'est d'abord le caillou. Avant de faire de l'art, il faut d'abord vivre. Et c'est bien le silex, c'est bien de tailler qui faisait vivre. C'est d'abord ça, la vie quotidienne. Oui, la technologie est apparue avant l'art. Tous les humains qui vivaient à cette époque-là devaient nécessairement faire de la technologie. Apprendre à tailler, apprendre à chasser, apprendre à coudre. Et sans doute seuls quelques-uns ont fait de l'art. Ou du chamanisme, à ce qu'on veut. On fait une activité que nous, on peut juger aujourd'hui artistique. Je me souviens de ça parce que, bien sûr, ce qui frappait les élèves et ce qui m'avait frappé d'abord, c'est quand tu visitais Fondegond, tu visitais Rouffignac, tu visitais Combarel, Cap Blanc, donc tu avais une vision de la préhistoire qui était dominée par l'art. Et elle, quand après elle t'emmenait dans sa fouille, tu trouvais ça quand même un peu plus triste. Mais c'était bien ça qui était essentiel par rapport à l'art. Et elle essayait de le rendre vivant. Oui. Sinon c'est indigeste. Les caisses de cailloux, enfin quand tu t'emmènes quelqu'un dans une réserve du musée, c'est que des caisses de cailloux. Que le premier bonhomme, il verrait ça, il mettrait ça à la décharge, parce que c'est des cailloux. Et en fait c'est ces cailloux-là qui ont un sens. C'est de comprendre comment ils ont été taillés, pourquoi on a dégagé plus de tranchants, ainsi de suite. Alors maintenant, autre chapitre, si ça t'ennuie pas, ça serait plutôt tes relations avec mes parents, parce que je crois qu'ils t'aimaient beaucoup, ça c'est, enfin même j'en suis sûr, et donc vous trouviez peut-être pas, mais par exemple avec mon père, je sais que vous avez pas mal parlé de philo quand même. Oui, on parlait de... J'ai eu un sentiment, ça peut être compliqué à dire, j'ai eu un sentiment, enfin moi je les ai considérés au bout d'un certain temps affectivement comme des seconds parents, parce que j'étais très proche d'eux, parce que je venais voir presque toutes les vacances. Bon. Il y avait une chaleur avec eux, enfin il y avait quelque chose que j'appréciais, même si je disais, ils pouvaient être pesants, tous les deux, quand tu te trouvais avec eux de la table, quand ils se prenaient le chou sur une discussion ou sur des désaccords. C'est vraiment ton préféré ailleurs. C'est une force de caractère, tous les deux, c'était quelque chose. Mais c'était passionnant. Et pour la philo, par exemple, qu'est-ce qu'il aimait bien, mon père tu disais tout à l'heure, Pradine. Je pense que ton père aimait plus la philosophie qui se préoccupait, oui, de psychologie, du comportement, ces choses-là, oui. Des auteurs qui sont plus tellement lus aujourd'hui. Teilhard de Chardin. Ah oui, ça c'est Teilhard de Chardin, oui. Mais parce qu'il y a aussi chez Teilhard de Chardin toute une dimension de réflexion sur la préhistoire. Que je connaissais d'ailleurs pas à ce moment-là. Je connaissais pas du tout je connaissais pas cet aspect-là de Teilhard de Chardin. C'est ton père qui m'a fait découvrir ça. Lui qui était agnostique, voire athée. Ah, c'est jamais une chose dont j'ai parlé avec lui, ça. Jamais. Mais oui, c'est vrai, il n'y avait pas de signe religieux chez eux. Je sais même pas s'ils avaient le temps pour ça, au fond. Je sais pas. Il avait une culture, je dirais d'un autre temps, mais c'est pas péjoratif. Il avait une culture humaniste, oui, de la génération d'avant-guerre et juste après-guerre, oui. Donc des auteurs qui aujourd'hui sont... Puis quand ton père aimait bien une littérature assez polémique, il aimait bien que
que ça ait de la tripe, qu'il y ait du muscle. C'était pas un poète. Donc il aimait bien que ça vibre, il aimait bien un langage qui rentre un peu dedans, pas trop châtié. Ouais. Donc avec ton père, oui, on parlait de philosophie, on parlait surtout des bons hommes qu'on avait pu rencontrer, et puis on parlait de son administration, de sa mairie, et ce qui lui bouffait le nez. Je me suis toujours dit que la mairie lui bouffait beaucoup de nez, beaucoup de temps pour rien, elle lui bouffait la vie pour rien. Et en fait, je crois que ça, il avait, oui, je pense qu'il avait une véritable, ça l'intéressait socialement. Je pense aussi que ça allait de soi que le conservateur du musée devait être maire à cette époque-là. Quand tu dis socialement, tu veux dire par là qu'il avait envie d'avoir une image? Ah non, Non. ah non, non, ah non. Non, il aimait bien le contact humain, je crois qu'il aimait bien mettre la main, oui c'est ça. Oui, puis je pense qu'il pensait qu'il devait créer une synergie. C'était important pour lui, hein, ah oui, je crois que c'était très important pour lui ça. Et d'ailleurs c'était un peu obligatoire au moment où on voulait construire un nouveau musée qui pouvait aussi inquiéter les habitants. Logique, hein. C'était des gens d'une passion. C'était pas des gens de pouvoir, tes parents, c'était pas des gens d'argent, c'était des gens d'une passion. Je sais pas si tu étais là quand quand on lui a remis les palmes académiques. La manière dont on avait décidé que s'organiserait le repas. Au CPIE. Donc elle avait décidé que bien sûr il fallait être en violet. Elle avait ramené des palmes, mais des palmes, hein. Des palmes pour les palmes académiques, et elle avait décidé que pour le repas, le banquet, chacun tirerait sa place dans un bonneteau. D'accord. Ce qui était original, et à l'arrivée, ça a fait que le préfet s'est trouvé placé à côté comment il s'appelait, d'un ami de tes parents qui était bibliothécaire, qui habitait près de Jolie. Un mec qui descendait pas mal, et quand il descendait, après il était bien énervé, et il était à côté du préfet. Oui, Gérard Mouillac. Ouais. Ah bon, le préfet et Mouillac étaient à côté. Ah, et ça commençait pendant le repas, il y avait des problèmes rapidement. Donc c'était le côté anticonformiste de ta mère, et bien sûr que c'était pas... Non, mais je crois qu'elle avait écrit son discours sur un rouleau de PQ. Tout à fait. Ouais, exact. Oui, violet, bien sûr. Ah, violet, oui. Violet. Mais je vois d'ailleurs que toi-même, tu les as. Oui. Mais donc, tu vois, elle avait un côté... ouais. Et ça, c'était sympa. Donc, il s'embarrassait pas des convenances. Dans un monde de la préhistoire, il y a quand même beaucoup de convenances. Ah oui, toi, tu penses qu'il y a des convenances dans la préhistoire? Aujourd'hui, oui. Ah oui. Je pense qu'un François Borde aujourd'hui s'y retrouverait mal. Et ton père, souvent j'ai trouvé que ton père il ressemblait à François Borde. Physiquement d'ailleurs, il avait une stature... bon. J'avais lu d'ailleurs, je sais pas si tu as retrouvé ça dans ses papiers, ton père m'avait donné à lire, parce que ton père a fait du journalisme, hein, et il m'avait donné à lire la nécrographie, c'est ça, nécrographie qu'on dit, je sais pas, nécro quelque chose, qu'il avait écrit pour le décès de François Borde. Oui. Et je me souviens, relis-la, je me souviens avoir dit à ta mère qu'on avait l'impression que ton père avait écrit la sienne propre. Ça m'avait frappé. Et tellement je crois il y avait de... Et si tu lis l'œuvre de Francis Carsac, qui est donc François Borde, ouais, hein, ouais. Si tu lis, tu t'apercevras qu'il y a des choses... Ton père aurait pu l'écrire. Je parle de François Borde, hein, je parle pas de son épouse. Là, je pense qu'il n'y avait pas d'atome crochu entre tes parents et Sonneville Borde. En même temps, je dirais ce qui les dessert sûrement, c'est qu'ils ont très peu publié. Et ça, forcément, ça les dessert, parce que la mémoire, elle reste souvent dans ce qui a été publié.
Et je pensais à ça en recherchant les photos parce que je me suis dit c'est pareil finalement aujourd'hui pour François Borde. François Borde, on n'en parle plus. Et bon, François Borde, il n'a pas publié tant que ça. Mais la masse de Borde, c'est ses cours. Ses cours, Sotteville Borde, elle a commencé à publier les cours de François Borde de Bordeaux, et c'est ça le plus intéressant aujourd'hui. Ça, ces cours ont été publiés, une partie, ça n'a pas été terminé d'ailleurs, ça a été commencé à être publié au CNRS il y a maintenant au moins 30 ans. Et c'est ça le plus, c'est ça le fondement. Donc, et je crois pas en même temps, le désir de publication, c'est pas forcément ce qui motivait tes parents. Il n'y avait pas une idée de faire carrière parce qu'on écrit, non. Je crois qu'ils vivaient leur truc, ils faisaient des émules, et c'était bien. Ouais, et puis Copas, il restera toujours, parce que ce Copas, c'est Lucie. Bon. Alors que c'est pas vraiment lui qui l'a découvert. Alors que, bon. Oui. Et puis le bonhomme, bon, lui, on comprend que le bonhomme, ça intéresse plus que l'arc, le seul caillou. Oui, on s'intéresse plus. C'est plus fascinant d'être devant un morceau de crâne de Lucie, enfin, sauf que Lucie avait, c'est pas le crâne, mais je veux dire, que devant des. Qu'est-ce que tu veux dire quand je te dis que si tu dis que ta mère, elle nous faisait rêver en nous parlant de sa couche d'Aurignacien V? Va raconter ça. Ou t'as des plaisirs vachement futiles, ou t'as la fada. Et pourtant, on pouvait rêver devant ça, ou devant un burin de Noailles, qui est pourtant pas très affriolant. Tu vois, je veux dire, c'est ça, c'était la passion. Et le plus passionnant à l'époque dans le musée, et dont vraiment tes parents étaient extrêmement fiers, c'était la salle du haut qui avait été faite avec André. Et c'était prodigieux, cette salle du haut. Ou dans une grande salle, t'avais, tu commençais avec l'homo habilis, et puis t'arrivais à Saint-Pias, où avec l'évolution de tous les outils, c'était d'une lisibilité. Tu comprenais ce qui s'était passé à partir du galet aménagé jusqu'à la feuille de laurier la plus fine. Et ça, c'était génial. Et ça, je crois pas qu'ils aient réussi à faire mieux, ni même peut-être aussi bien dans le. Et ça, c'était l'idée de tes parents et avec André. Hein. C'était génial. En une salle, t'avais tout. Moi, j'avais pas retrouvé ça au musée de Nemours, qui était à côté de chez moi. J'avais pas retrouvé ça aussi bien fait, intelligemment fait. Hein. Et je sais pas si tu as retrouvé tous les dossiers, enfin je sais pas ce que tu as retrouvé dans la tonne qu'il y avait de tes parents, parce qu'il y en avait. Hein. Ils avaient tout préparé. Hein. Ils avaient fait un travail phénoménal. Oui, mais je pense que c'est pas ça qui a été fait. Je pense que c'est pas ça qui a été fait. Parce que c'est archi. Et c'est là que je dis quand on se prenait la tête avec ta mère, c'est que ta mère, elle pouvait aller de loin jusqu'à l'étiquette qu'il fallait sur tout le caillou qui était là. Et t'emmerder pendant 1 heure sur comment devait être faite l'étiquette du caillou qui était là. Donc ils arrivaient à avoir une vision. C'était un boulot extraordinaire. C'était génial quand même. Ils avaient à concevoir leur musée.